Prends la table, moi j'aime bien me... sur la table. Alors, plusieurs avertissements. Premier avertissement, ceux qui me connaissent, je suis un diesel, donc j'ai 10-15 minutes d'échauffement nécessaire. Deuxième avertissement, j'ai 25% de sang hollandais, mais j'ai 75% de culture hollandaise, donc je prends pas trop de chemin bizarre. Troisième avertissement, pas de slide généré par IA, ni de citation générée par IA aujourd'hui. Quatrième avertissement, j'ai pas répété la durée de cette session. J'ai bien préparé mes slides, ce que je voulais dire, mais j'ai pas répété la durée, donc je sais pas, ça va durer 20 minutes ou 2 heures, on verra. Tu m'as déjà niqué une minute là. Et au début, on présente cette session dans Sessionize, un outil en ligne pour Agilnior, et il faut choisir si c'est débutant, avancé, etc. Je crois que j'avais mis débutant, ce qui est très bien, c'est le plus dur. C'est dur de parler à un Agile Tour parce que c'est un public bigarré. Il y a des gens très avancés, il y a des gens qui démarrent complètement et on ne sait jamais comment s'étalonner, quoi, entre guillemets. D'accord ? Oui, comment je... Ok. Donc mon sujet, c'est la disparition. On va en parler après. Hop. Merci aux sponsors. Ouais, j'ai vieilli, je me suis calmé. Je mets des slides sponsors. Merci aux sponsors. Sans eux, les choses ne seraient pas possibles. Et l'agilité, ça peut marcher. Je vous dis, alors, chez moi, tout ce que je dis, ça vient de moi, hein, donc c'est mon avis, je me débrouille avec ça. J'ai besoin d'articuler les choses pour qu'elles prennent forme. Okay, poser les idées, c'est une chose sur les slides. Après, il faut que je les articule, il faut que je les dise à haute voix pour que tout d'un coup, je réalise ce qui se passe ou pas véritablement. Et ça, je ne l'ai pas fait sur celle-là. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est mieux là. Ok. Le thème du jour, le thème de ces 2 jours, c'est l'agilité, ça peut marcher. Donc, je vous dis, moi, ce qui me passe dans la tête à chaque fois. Ah oui, pour me présenter peut-être avant. Moi, j'ai été directeur général les 10 dernières années. C'est pas une blague, ne rigolez pas, j'en vois qui rigolent dans le public, putain, c'est quoi ce truc? Et il y a quelques années, j'ai vendu la boîte dans laquelle j'étais associé à Accenture. On remet les Ramones, là? Et là, en ce moment, pour reprendre la terminologie de... Pour reprendre la terminologie de Rachel hier, là, en ce moment, je suis chef gourou grincheux. Mais pas blasé, j'ai toujours envie de remuer les choses, j'ai toujours envie de répéter les choses. J'ai compris dans mon parcours que voilà, jusqu'à la fin, je devrais probablement, la vraie fin, je devrais probablement répéter les choses constamment. L'agilité, ça peut marcher, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser, bon, déjà ça marche, quand on a l'agilité, ça marche. Hein. On en reparlera après, là, mais ça marche. Et là, ça me fait dire qu'on subit tellement de pression que dans ce titre, j'entends « Ah, là, ça peut marcher, là, dans ce concours de circonstances exceptionnelles. » C'est ça que j'entends, moi, dans ce titre, en fait. Et ça remet en question un peu l'idée de « Est-ce que ça peut marcher ?» Non, c'est la phrase, j'entends plus « Ça peut marcher là, si ces circonstances exceptionnelles sont atteintes. » Et pour recommencer un rebond sur la conf de Rachel de hier qui parlait de déflexion pour ceux qui étaient là à un moment, enfin, à un moment, il faut oser avoir un niveau d'exigence. Ça serait ouvrir cet espace où ça peut marcher, parce qu'il n'y a pas de problème, ça peut marcher et ça marche dans plein d'endroits. Bon, je voulais vous dire ce que le titre m'a amené. Ouais, je me suis amusé à appeler ça la disparition. J'ai pas lu le roman de Pérec, mais on en a tous entendu parler. C'est ce fameux roman qui n'utilise pas de lettre E. Donc, j'imagine que quand on le lit, on ne fait que penser à la lettre E, mais elle n'est pas là. Et je pense que c'est un peu ça l'idée que j'aimerais propager, c'est le mieux pour qu'on pense tous constamment à l'agilité, c'est de ne pas évoquer le mot. Je vais être concret après je suis concret, logiquement. Si je suis pas concret, bon non, peut-être que je serai pas concret, parce qu'on ne sait jamais ce que les gens entendent ou pas. On ne sait jamais ce que les gens perçoivent de ce que l'on dit. Alors d'abord, avant de se demander si on fait disparaître l'agilité, disparaître le mot, mais elle sera toujours très 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 présente. Comme le bouquin La disparition. Okay, on peut quand même honnêtement se poser la question de savoir si on a toujours besoin de l'agilité ou pas. Okay, donc après, la conférence n'est pas pour définir ce qu'est l'agilité.
pas le temps, pas le lieu, etc., etc. Mais si rapidement on se dit que l'agilité, c'est une façon d'être performant dans un monde complexe, ça commence à être des mots à la con, là, complexe, performant, mais vous comprenez quand même ce que l'on entend, VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, je crois. Et donc là, très schématiquement, j'ai découpé en deux. Pour les débutants, il n'y a pas de mal à être débutant, c'est très très bien d'être débutant. Pour les débutants, je pense qu'il faut aller lire des choses. Je ne les ai pas mis en note, donc je les mets là. Bon, peu importe. Vous allez lire des choses comme Dave Snowden, Kinevin ou Stacy. C'est des gens qui parlent de qu'est-ce que c'est la complexité versus qu'est-ce qui n'est pas complexe. Donc, si je veux vraiment le faire à la machette cubaine, là, hop, d'un côté prédictible, répétitif, reproductif, de l'autre côté, pas répétitif, pas reproductif, compliqué, Dave Snowden, Cinéphile, Cunevin, si vous voulez lire en gallois. Et l'idée de cette agilité, c'est d'être performant, productif là-dedans. Ok ? Ça dépend ce que vous mettez derrière performant. J'imagine qu'en ce moment, il y a des ONG qui essaient de distribuer des médicaments à Gaza. Leur performance, c'est leur capacité de vitesse et de somme de distribution de médicaments à Gaza. Mais j'imagine que Total, leur performance, c'est se faire les ovaires ou les testicules en or en niquant complètement les autres pays et l'humanité. C'est pas grave. Dans les deux cas, c'est bon. Enfin, c'est bon. Non, vous avez bien compris. Mais dans les deux cas, c'est une notion de performance à laquelle l'agilité est doué pour répondre. D'ailleurs, on s'est beaucoup posé la question on s'est posé la question dans un peu cette communauté agile du lien entre l'agilité et le capitalisme. L'agilité, c'est quand même un truc de la Silicon Valley qui est là pour... On va faire vraiment le produit qui va le plus marcher, qui va avoir le plus de clics, etc. Et puis même quand ça marche pas, on va rajouter ça. Donc il y a vraiment une maximisation. D'ailleurs, maximiser, c'est dans le minimiser l'effort, maximiser la valeur. Ok ? Donc aujourd'hui, en tout cas, l'agilité, le monde, il est toujours complexe. L'agilité répond à cette partie du monde qui est complexe. Ce que les gens ne choquent pas d'habitude, c'est que c'est l'étendue de cette partie complexe versus la partie répétitive, industrielle. Elle est devenue beaucoup, beaucoup plus grande, la partie. Elle est beaucoup plus présente qu'on l'imagine, dans beaucoup plus de domaines. Donc l'agilité est toujours utile, est toujours une réponse adéquate. Ce n'est pas le sujet de ma conf, donc je ne vais pas y rentrer plus que ça là-dedans, pour répondre et pour proposer cette performance dans ce monde complexe. Est-ce que le monde complexe va disparaître demain ? Je vous ai mis une petite image sur les 9 limites planétaires, disant que ça va forcément engendrer des grosses transformations. Est-ce que ça va continuer cette question justement de complexité et donc de besoin d'agilité pour répondre à une certaine performance ? Je pense. J'imagine que demain, dans un éco-village du Gard, il se passe un truc, non ? C'est fort ? Demain, dans un éco-village du Gard, ouais, mais le monsieur là-bas avec les lunettes, il me dit que ça va. Pas les lunettes, le casque. Demain, dans un éco-village du Gard, si vous voulez commencer à démarrer des rapports un peu commerciaux avec les autres éco-villages qui sont autour, il y a toujours une certaine forme de complexité et je pense que l'agilité répond très bien aussi. Mais j'imagine, c'est peut-être mes croyances, mes convictions, je ne peux pas deviner ce qui va se passer dans 40 ans. Ok ? Mais bon, aujourd'hui, toute cette partie monde complexe, imprédictible, etc., performance, agilité, ok. Donc pas de problème pour continuer de l'agilité. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on se pose la question de il faudrait arrêter d'en parler, il faudrait le faire disparaître ? Parce qu'on a quand même de sérieux problèmes avec l'agilité actuellement. On a 3 types de problèmes. Là, enfin, j'en ai listé 3. Okay ? J'ai listé les mimes. Alors, les mimes, c'est un peu le cargo culte, c'est ceux qui font... on s'est rendu compte. Alors, primo, il y a un truc de Mintzberg. Mintzberg, c'est un gars assez intéressant. C'est un chercheur franco-canadien qui a beaucoup écrit, mais qui date. Il a beaucoup écrit dans les années 80 sur les organisations. Et surtout, son objectif, c'était de consolider tout ce qu'on savait sur les cycles en V, sur les organisations industrielles, etc. Donc, il est has-been, entre guillemets, il est venu avant l'agilité, mais tout son état des lieux est très, très intéressant. Et on se rend compte, quand on lit Mintzberg, c'est déprimant parce qu'on se rend compte qu'on reproduit toujours les mêmes erreurs. Mais bon, comme souvent. Bon, vous savez bien qu'il y a une mode, il y a les mimes, c'est soit les gens qui disent les autres le font, il faut qu'on le fasse. Okay, ça nous pose problème. Les mimes, on s'est rendu compte dans les études managériales que, je ne sais plus quel est le chiffre là, 80%, 70%, je ne sais plus. Il n'y a pas de chiffre, ok. La majorité des pratiques qui sont copiées sont les pratiques d'apparence. Okay, c'est compliqué de critiquer les mimes.
Parce que quand on démarre l'apprentissage, on commence par du mime. Quand on démarre l'apprentissage de quelque chose, d'abord on reproduit ce que l'on voit. Donc je dis les vrais ou les faux, ou les volontaires ou involontaires faussaires, ok. Il faut quand même démarrer juste par mimer au début. Le problème là, c'est qu'on est submergé de mimes qui regardent des mimes et on a complètement perdu ce qui se cache derrière le sens, ce qui se cache derrière le geste. Donc ça, c'est pour ça qu'on a envie de faire disparaître l'agilité. Ok. Il y a un deuxième c'est pas les plus méchants. Il y a un deuxième problème. Ah oui, en 2017, j'avais sorti. Bon, vous connaissez les Shadocks. On est exactement dans le mob des Shadocks, quoi. Il vaut mieux être agile, même s'il se passe rien. Ça date déjà de 7-8 ans et aujourd'hui, on en souffre énormément. Ouais, ça va vite finalement le temps. Deuxièmement, et je ne veux pas rester trop là-dessus, c'est pas mon sujet, mais il faut quand même savoir pourquoi est-ce qu'on parle de faire disparaître l'agilité. Il y a les politiciens. Ah ouais, je suis désolé, c'est une citation de merde super longue et en plus chiante à lire et pas compréhensible. Qu'est-ce qu'elle dit? Je vais vous le dire plutôt comme ça. C'est encore Mintzberg. Donc Mintzberg, il promeut pas forcément ses idées, il observe, il récupère tous les écrits sur les organisations et il consolide. Et il dit grosso modo, je le fais encore à la machette cubaine. Je suis né à la Havane. Il dit, grosso modo, les entreprises, elles démarrent soit par une mission, on veut sauver le monde, on veut sauver la planète, on veut je sais pas quoi, soit par un entrepreneur qui lance un truc. Puis après, il y a 3 grandes familles d'entreprises. Il y a les familles industrielles, il y a les familles services, je fais un série, les familles produits. Je le fais vraiment, ok. Et à la fin de ce cycle, il y a l'entreprise politique. On peut revenir en arrière, bon, c'est pas le sujet non plus du jour. C'est quoi l'entreprise politique? C'est quand toutes les questions que l'on se pose, elles sont tournées vers l'interne et pas vers l'externe. La question c'est, attends, le projet qu'on déclenche là, est-ce que ça va m'amener des emmerdes vis-à-vis du patron? Est-ce que je suis en compète avec X qui est à côté? Est-ce que je suis en compète avec... Attends, qu'est-ce que vont penser les autres départements? Là, on est dans l'entreprise politique. Et l'entreprise politique, ça génère un statu quo pourri. Et ça nous flingue. Safe, c'est une parfaite escroquerie pour nourrir ces gens-là. Ils sont super contents parce qu'ils achètent un truc où il y a marqué agile et on leur garantit que rien ne change. Et on a un gros problème avec les politiciens parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait quelque chose qui change. Donc ils font que des simulacres pour que rien ne change. Donc c'est pour ça qu'on veut aussi faire disparaître l'agilité. Le dernier, c'est les charlatans qui vendent les outils, les certifications. Bon, ça vous les connaissez. Ok. Donc, je continue un peu plus vite. Donc on a quand même très très peu d'appétence à l'agilité dans les grands groupes, par exemple. Parce que les grands groupes, ils ont une grosse histoire, ils ont beaucoup avancé dans leur vie et ils sont tellement en place, vous savez, les too big to fail, les compagnies, ils sont tellement en place que leur sujet n'est plus l'externe, n'est plus de savoir si leur produit remplit vraiment bien le besoin, n'est plus de savoir s'ils rendent vraiment service. Ils sont tellement en place que leur problème, il est politique interne. Qui sera le prochain président? Qui sera? Si je fais ça, comment est-ce que je fais pour pas me faire engueuler quoi qu'il arrive sur le projet? Je veux juste qu'on me dise qu'il est arrivé au bout et c'est pas ma faute. C'est pour ça que je vais prendre du McKinsey. C'est pour ça que je vais acheter du Microsoft. Le truc, c'est que c'est pas ma faute et que rien ne bouge. Parce que de toute manière, on est en place et la promesse de la grosse entreprise, c'est que rien ne bouge et que je puisse vivre ma vie tranquille à côté. Okay? Tout le sujet de la déflexion qui a été évoqué par Rachel hier, c'est de commencer à oser dire stop à ça et gagner beaucoup plus d'espace vis-à-vis de ça. On a aussi un problème avec les... Ah ouais. Alors, ouais. Et je pense aussi, je précise ça, je pense que les grandes entreprises, de ce que je les fréquente, pour l'instant, elles évacuent complètement la question du changement dans lequel on va arriver, là, sur les limites planétaires, et elles font plutôt l'autruche. C'est tellement violent qu'elles attendent au maximum. On est dans un durcissement de la situation, plus personne ne veut rien tenter. Ils sentent bien que ça va finir, donc on essaye de faire le max avec ce qu'on a sans rien bouger, jusqu'au bout. Donc ça nous fait mal. Pardon, ça leur fait mal. C'est elles qui sont en train de se flinguer. Nous, on s'en sort, il n'y a pas de problème. Il y a toujours 10, 15, 20% d'entreprises très intéressantes. Les startups aussi, c'est compliqué. Parce que les startups, c'est en mode sauvage et elles prennent jamais trop le temps d'écouter. Elles n'ont jamais les moyens de se donner, de se dire tiens, j'écoute un accompagnant, tiens, je fais gaffe à ça. Donc on est vraiment dans le mode sauvage. Donc c'est souvent pas assez mature pour qu'on puisse intervenir. Et puis alors, une start-up, dans pas mature, il y a je mets pas mon argent où il faut. Donc je vais pas payer un coach, un accompagnant, alors que ça pourrait me faire tant de transactions sur Amazon, sur mon serveur. Okay.
Puis les startups, c'est compliqué. Il y a des vraies startups qui ont une vraie vision, et puis il y a les startups qui se montent pour faire un business plan pour se faire racheter. Mais bon, il y a quand même des endroits où on peut faire de l'agilité très intéressante. Je pense que ça se situe un peu par là. Moi, je vous conseille, si vous voulez vivre de l'agilité, c'est-à-dire ni une startup qui vient de démarrer, qui est toute folle à fond, ni une grosse boîte installée qui est dans sa phase politique et c'est trop mort. Donc des structures qui sont entre, allez, 70 et 300 personnes, d'accord? Ou des départements. Et des départements que l'on va fermer, qui n'ont rien à perdre. Parce que si ils ont des choses à perdre et qui sont dans une grosse, quand je dis des départements de grosses organisations. On peut quand même aller taper dans des grosses organisations au niveau d'un département, si le département est sorti de l'arène politique décrite par... Il faut que j'avance, c'est pas le cœur de mon sujet. Donc on enlève l'agilité, pour toutes ces raisons. En tout cas, on n'en parle plus. Tant mieux, tata, pati, bok. Ok. Donc qu'est-ce qui va se passer quand on enlève l'agilité? Je sais pas, ouais, derrière, il y a un tableau. Ça révèle quelque chose. Demain, vous faites plus de transformation agile. Vous faites quoi? C'est important. Vous faites plus de transfo. Donc, c'est quoi derrière le mot transfo? C'est réadapter son appareil de production au numérique alors que notre métier n'a rien à voir avec le numérique depuis très longtemps. Ah, important. Ou repositionner les profils des gens qui sont dans l'entreprise parce qu'ils correspondent plus aux besoins de nos clients. Ok, peut-être. Je ne sais pas. Arrêter les filiales qui sont à l'international parce qu'il y a un repli européen en raison des tensions qui se montent, soit politiques, soit, enfin, sont toutes liées. Ça change tout. Vous voyez que tout d'un coup, agile, c'est un mot où on se cache. Je vais faire une transition. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on enlève le mot agile? Pour vous aussi, dans ce tableau, je l'aime bien. Vous le connaissez tous, il est très célèbre parce qu'il y a le miroir. Où finalement, on voit au fond le miroir, c'est vous. Vous n'êtes plus coach agile. Qu'est-ce que vous mettez sur votre LinkedIn? Oh, vous ne mettez pas jardinier des expériences bienveillantes avec compassion. Ça, hein, ok, ça dégage tout de suite. Ok, ça c'est pour vous. Vous vous sentez mal, c'est normal. Vous avez besoin d'aide, c'est très bien. Et il faut que vous soyez aidé. Il n'y a pas de problème. Et on veut ça pour tout le monde. Mais qu'est-ce que vous mettez sur LinkedIn? Qu'est-ce qui vous intéresse derrière cette agilité? Vous êtes finalement... vous êtes plutôt à accompagner les équipes, vous êtes plutôt à accompagner les dirigeants. Est-ce que c'est ce qui vous intéresse ou là où vous êtes bon? Enfin, ça. Enlevez les mots bingo, enlevez les mots fantoches, ça change beaucoup de choses. Je continue, je vais venir à des propositions après de ce qu'il faut dire si on ne parle pas d'agilité, de quoi on parle. Mais pensez à chez vous, vous enlevez transformation agile. Qu'est-ce que vous mettez? On peut aller dans plein de détails, on peut réfléchir à plein de choses, mais le point fondamental, il est là. Vous ne mettez pas transformation agile, qu'est-ce que vous mettez? Ça paraît simple, mais toutes ces choses simples sont les plus dures à faire. Vous êtes en train de lire mon slide. Ok. Donc, une très bonne façon de démarrer, il me semble, c'est d'arriver de dire, moi, on me dit, ouais, Pablo, Spring, blabla. On dit, moi, je m'en fous de l'agile. C'est un peu, vous savez, les injonctions paradoxales de la systémie. Attends, je comprends pas, on le paye. Il y a marqué agile sur son truc, là, LinkedIn, là, et je me fous de l'agile. C'est un très très bon moyen de démarrer. Vous vous en foutez de l'agile. Et en plus, vous vous en foutez de l'agile. Vous n'êtes jamais commandité chez un client ou vous n'êtes jamais en interne chez vous-même pour l'agile. Jamais. Ça, c'est pas une question que je vous pose. Je vous le dis. Vous n'y êtes jamais pour l'agile. Vous y êtes pour la performance dont je parlais. Donc, soit nourrir les actionnaires de Total, soit distribuer des médicaments à Gaza, soit un truc intermédiaire, ce que j'espère. Enfin non, tous distribuer, ça me va très bien. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, vous dites, je m'en fous de l'agile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... je ne veux pas donner les réponses parce qu'après, je vous fais un quiz. Mais vous voyez, donc, la personne qui vient dire ton bonheur, ton bien-être, non. C'est pas mes oignons. L'agilité, je sais pas, je m'en fous. L'agilité, l'outil, c'est quelles difficultés rencontre l'organisation. Je préfère dire organisation qu'entreprise, ça l'étend à plus de choses. Ça peut être un camp scout comme une grosse multinationale américaine. Organisation. Quelles sont les difficultés de l'organisation? Quels sont les challenges? Quels sont les risques? On y reviendra. Vous inquiétez pas, les amoureux de la compassion et de la bienveillance. Déjà, allez lire Radical Candor, vous verrez tout le mal que fait la bienveillance à l'entreprise. Mais on va le soigner, mais
par un intermédiaire. D'accord? Donc la cible, vous voulez parler aux entreprises, vous leur parlez pas d'agilité, ils s'en foutent. Ou alors c'est un simulacre, c'est pas leur vrai sujet. Leur vrai sujet, c'est leur chiffre d'affaires, leur part de marché, leur positionnement dans l'écosystème vis-à-vis de leurs concurrents, le renouvellement de leurs équipes, c'est ça leur sujet. Et il se trouve que vous allez y répondre avec de l'agile ou avec autre chose. Ok, mais si vous voulez leur parler sérieusement en adulte à adulte, j'ai pas été à la presse sur la T, mais c'est très très fréquent dans l'entreprise. On a des parents qui parlent aux enfants, on en a adulte. Ok, vous voulez leur parler en adulte, d'abord on parle de difficultés, de challenge, de risques. Ok, je continue dans je me fous de l'agile. Ah oui, alors je me fous de l'agile. Ben, vous êtes confronté à quelqu'un dans l'équipe et vous lui dites ah ben non, t'as mal fait ton daily stand-up. Oh, t'es bien gentil, mais tu dégages. Ça fait 15 ans que je suis dans la boîte et tout d'un coup j'ai un petit jeune. Je parle pas de moi. J'ai un petit jeune qui vient me faire la leçon sur un daily stand-up. Mais il a 1000 fois raison de vous dégager cette personne. Qui vous êtes pour venir lui... Qu'est-ce qu'on s'en fout d'un daily stand-up? Par contre, si vous lui dites il y a un problème, j'ai été mandaté parce qu'il y a un problème de synchronisation entre les équipes. Je vois mal comment il peut ne pas être impliqué dans cette réponse. C'est son quotidien. Ah bon, il y a un problème de synchronisation, bon, déjà on le valide, on le met en évidence, on en parle. Qu'est-ce que ça génère? Il ne peut pas dire non. Dire j'arrive, je fais du Scrum, il a intérêt à dire non. Et je comprends qu'ils disent non. Vous n'avez rien à dire quand il dit non. Quand vous arrivez et que vous êtes mandaté, c'est clé. Parce que souvent, vous n'êtes pas mandaté, vous êtes mandaté pour faire de l'agile. Va me faire de l'agile, j'en ai 48 équipes, ils m'en feraient 12 de plus. Débile. Okay, mais c'est souvent comme ça. Vous n'êtes pas quand vous êtes mandaté pour dire il y a un problème de synchronisation, ou c'est à vous de faire le boulot pour retourner la question comme ça, il y a un problème de synchronisation, la personne dans l'entreprise ne peut pas le refuser. Ou alors elle doit se poser la question, soit votre mandat n'est, donc je vous dis soit votre mandat n'est pas le bon, mais si le mandat est le bon, elle doit se poser la question de qu'est-ce qu'elle fait là, elle. Quand vous arrivez et que vous dites je vais mettre du Scrum, c'est vous qui devez vous poser la question pourquoi j'aborde les choses comme ça. Donc il y a un autre truc que j'aime beaucoup faire, c'est on ne nomme pas les outils. Là, si je vous dis Jira, ah oui, 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 mais non, c'est quoi Jira? Il sert à quoi? Personne ne va avoir la même réponse. Il y en a qui vont me dire c'est ma liste de demandes, l'autre ils vont me dire c'est ma roadmap, l'autre ils vont me dire c'est mon système de bugs, l'autre ils vont me dire ça me calcule ma vélocité. Enfin, bon, désolé. Et il y en a qui vont me dire il fait tout. Alors s'il fait tout, c'est le pire, parce que vous êtes dicté par l'outil pour le remplir. C'est l'outil qui vous gouverne complètement. Donc, si Jira, c'est la liste des demandes, c'est plus l'endroit où on remplit les bugs. Donc, c'est pas la même chose. Enfin, vous voyez, mais même vous pouvez l'étendre au sprint planning. Le sprint planning, c'est quoi? On n'arrive pas en disant on va faire un sprint planning. Je m'en fous de ton sprint planning. Il ne faut pas en parler de ça. Il ne faut pas en parler. Ça leur donne des billes. Ça les déresponsabilise. On tombe sur l'étiquette qui leur rend service pour que ça reste de l'inertie où on n'aide pas la personne qui a vraiment besoin, parce qu'il y a plein de gens aussi qui ont besoin d'un vrai accompagnement, on n'aide pas la personne. Pourquoi vous faites? C'est quoi un sprint planning? Vous l'appelez comment? Je crois que j'ai mis un truc là par là. Présentation et découpage du besoin pour les 2 mois, non, c'est un truc. Bon, enfin bon. Définition de l'itération à venir. On prend 2 heures pour discuter de ce qu'on pense pouvoir faire dans les 2 semaines. Finir dans les 2 semaines. Ça change tout. Rien qu'en disant ça, on a des paramètres très importants de ce que l'on cherche à faire, que l'on peut finir pour pouvoir le montrer dans les 2 semaines. Ça change tout. On n'arrive pas avec un truc chapeau qui veut rien dire pour personne et qui nous enfonce tous. Mais ça nous engage. Parce que vous êtes obligés, vous, quand vous regardez dans le tableau des Ménines, vous êtes obligés, vous, de savoir ce que vous voulez. Vous êtes obligés, vous, de savoir de quoi vous parlez. Donc c'est compliqué parce que c'est beaucoup plus simple pour une boîte d'embaucher des Scrum Masters de 25 ans et de les balancer en tant que Scrum Master et ils doivent porter le sprint planning. C'est tellement que des mots creux qu'il n'y a aucun problème. Quand il y a des gens de 25 ans qui sont très très doués et qui ont spontanément plein de choses tout à fait naturelles qui sortent très bien. Il n'y a pas de problème d'âge. Mais si on ne met pas Scrum Master, on met quoi? Il est facilitateur? Ou il est chef de projet? Ou il est... Vous voyez, si vous c'est pas la même chose d'être enfin, en tout cas, quand on s'annonce facilitateur, on s'annonce pas. Mais bon, je dis pas qu'il y a une bonne réponse.
Je dis juste que ça clarifie. Le PO, arrêtez de dire PO, il est responsable produit. Ah, vous le savez, hein, le PO, il se fait toujours... vous l'appelez responsable produit, puis vous vous rendez compte que c'est le chef au-dessus qui décide de tout. Donc il est responsable. Enfin, ça va ouvrir plein de fenêtres, plein de façons de réaccorder les choses, de mieux comprendre les choses, de mettre des noms clairs dessus, plutôt que des étiquettes. Donc il faut partir de choses très concrètes. Alors, il y a un outil, ça s'appelle la pyramide de Diels. Diels, normalement, c'est basé sur des trucs de Bateson, B-A-T-S-O-N, mais comme c'est un bon marketeur, il a appelé pyramide de Diels. Hop, récupéré, c'est bien. Moi, je l'utilise pas mal, c'est assez utile comme niveau de lecture, vous voyez. Et on adore faire du grand coaching. Le grand coaching, c'est là, les 3 duos. Il y a 10 coaching avec un grand A ou non, il n'y a pas de A, avec un grand C, s'il y a bon, ou coaching avec un petit C. Okay, donc, c'est quoi le sens de l'entreprise? C'est quoi la culture? Moi, ce que je vous recommande, c'est de partir de là. Les chiffres ne sont pas bons. Environnement. Ok, donc, quel est le sens de l'entreprise? Qui nous sommes? Quelles sont nos convictions? En quoi on croit? On croit en l'agilité, on croit en la complexité, on croit au monde incertain, on croit au droit à l'erreur, plutôt que de dire agilité, ça veut rien dire, vous avez vu? Ça veut rien dire. Notre capacité, est-ce qu'on croit on croit au droit à l'erreur, mais est-ce qu'on met en place un espace d'amélioration? Donc, capacité, où est-ce qu'on embauche les comportements? Régulièrement, on fait ci, on fait ça, et donc ça génère cet environnement-là. Okay, donc c'est assez utile pour regarder s'il y a une dissonance dans l'entreprise ou pas. En gros, est-ce qu'il y a un bon alignement ou pas? Mais si je vous propose ça là aujourd'hui, c'est plus pour vous dire, commencez pas à partir du sens de la culture, commencez pas à dire aux gens, vous n'avez pas assez de compassion, ou vous n'avez pas assez de rigueur ou de discipline, ou la complexité, le VUCA. Non. Partez de quelque chose de très concret. Les chiffres de notre dernier produit sont très décevants. Ok. De toute façon, cette pyramide, j'invente pas, c'est ce qu'elle propose. Hein. Si on veut régler un problème au niveau comportement, il va falloir qu'on regarde si on n'a pas un souci au niveau capacité. En fait, on fait très mal ça parce qu'on n'a pas assez de ça. Et on n'a pas assez de ça parce qu'en fait, on ne s'est pas mis d'accord sur à quoi on croyait et donc on ne s'est pas donné les moyens. Si on veut régler un problème à un niveau, il faut regarder souvent les niveaux au-dessus. Ce n'est pas mon sujet non plus, ce n'est pas le centre de mon sujet aujourd'hui, mais mon propos là, il est de vous dire de partir de quelque chose de très concret qu'on ne peut pas vous refuser. Je suis en train de vous dire que le mot agile, c'est une étiquette magique qui finalement nous fait beaucoup de mal parce que ça ne veut rien dire dans la tête de plein de gens et tout le monde l'utilise de façon très détournée dans plein de choses complètement à côté. Donc partez du concret. Vous n'êtes pas là pour faire de l'agilité, vous êtes là pour résoudre un challenge, un problème ou un risque. Et d'ailleurs, concrètement, ça apparaît comment? Parce que là, on est dans le domaine de... C'est apparu, c'est du passé. À la limite, là, on a ça comme locaux, on a 3000 bugs et on a 8 versions de produits en prod, environnement. OK? Et on a ça comme souci. OK, donc vous avez ça comme souci, donc c'est peut-être lié à ce comportement. OK, mais ce comportement, il est peut-être lié au fait que vous n'avez peut-être pas assez de middle management ou trop de middle management. OK, mais alors vous croyez en quoi vis-à-vis du middle? Vous voyez, ça se résout comme ça. Vous croyez en quoi? Je ne vous dis pas qu'on ne va pas parler de sens, de culture, ça va être clé à la fin. Mais on ne l'aborde pas comme ça directement. Alors, les boîtes qui ne veulent pas bouger, elles ne bougeront pas. C'est quoi le truc? On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Okay, mais les boîtes qui veulent bouger, vous les aidez pas en attaquant par là. On arrive par là, ok, il y a ça, donc c'est ça, donc c'est ça. Et un entrepreneur, un DG, un dirigeant d'entreprise ou une dirigeante d'entreprise ou une entrepreneuse, elle veut quelque chose de concret comme ça. Si elle n'est pas au niveau politique, elle veut savoir où est-ce qu'elle en est de ses services, où est-ce qu'elle en est de son produit, où est-ce qu'elle en est de son industrie. Donc on attaque par quelque chose de concret. J'ai raté. Rapidement, parce que ça file, vous prenez lequel là? Vous ne me répondez pas, vous l'avez dans la tête, moi je vous dis lequel je prends. Moi je prends celui-là. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne réponse. Je suis juste en train de vous donner ma grille de lecture. Et en plus, le troisième, il n'y a pas vraiment de réponse. C'est pour vous montrer que ce n'est pas simple. Pourquoi je prends celui-là? C'est le plus concret, le moins négociable. Tous les chiffres liés à l'app sont faux. Qu'on soit pro, anti, pour, hein, c'est le cas. OK? Donc ça ne se discute pas. Et en plus, c'est une finalité de l'entreprise. Je ne dis pas que les autres ne sont pas importants, mais ça va être compliqué de les attaquer par là.
probablement en résolvant ceci, on va résoudre le reste. Peut-être que les chiffres sont faux parce que il n'y a aucune confiance et donc tout le monde fait gaffe à plein de choses. Ok, un autre, là, vous prenez lequel? Vous l'avez dans la tête, celui que vous auriez pris? Ah, pardon, excusez-moi. Ouais. Le premier, moi je prends le premier parce que je dis pas que les autres sont pas importants, mais bon, c'est juste pour vous donner des exemples, histoire d'illustrer un peu. Alors là, je vais pas vous laisser le temps, contrairement aux autres. Parce qu'en fait, celui-là, il est vicieux. J'ai pas su moi-même. Je les pose et puis je me dis tiens, lequel tu mettrais, Pablo? Là, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de finalité très concrète. Donc, moi, je prends la 2, je prends la 2 ou la 3. D'accord? J'attaque par du concret. Ah, pardon, ça arrive. Ok. Bon, maintenant, je rentre un peu dans mon cœur de sujet. Mais c'est normal, j'ai 10-15 minutes, ça va très bien. Mon cœur de sujet n'est pas en densité, madame, pas en durée. Mon cœur de sujet, c'est par quoi, si je ne parle pas d'agilité, parce que c'est un postulat qu'on aurait pu se dire au début. Première question, est-ce que l'agilité, ça marche toujours? Est-ce que ça a du sens toujours? Ma réponse, oui. Deuxième question, deux options. Soit, si vous voulez, on pourrait se dire, pour ceux qui étaient là hier, on reprend la déflexion de Rachel, on se laisse plus faire et on lutte pour que une agilité saine, constructive, soit beaucoup plus présente et pas une agilité de façade comme. Ok, donc ça c'est une option. Deuxième option, on ne parle plus d'agilité pour simplifier et pour aller sur. Pour simplifier, mais aussi pour ouvrir des vrais sujets. Mais vous comprenez que dès qu'on n'utilise pas le mot agile, on se fait exploser parce que parler des vrais sujets, dans beaucoup de cas, il y a un refus du client. C'est pas ça qu'il veut en fait, hein, qu'on traite les vrais sujets. Ou ça montre, au grand Dieu, ça montre que il sait pas ce qu'il veut. C'est pas grave de pas savoir ce qu'on veut en fait. Donc bon, enfin c'est un autre boulot ça. Donc moi, ce que j'aime en fait, c'est attaquer par les risques. Ah, les risques. Moi, je suis un entrepreneur, je vous dis, j'étais DG, c'est pas une blague, 10 ans, ok. Et les risques, ça me parle. Donc j'ai essayé de me dire, mais c'est vrai, tu attaques toujours le dialogue de l'organisation par les risques. Et c'est quoi les risques que tu évoques? Ouais, moi, je le réduis à 4 familles de risques. N'avoir rien à la fin, ne pas perdre trop de temps, trop d'énergie, de ressources, avoir quelque chose qui ne fonctionne pas et avoir quelque chose qui ne s'intéresse pas, qui n'est pas utile. Normalement, à la fin, vous résolvez ça. Je ne sais pas si quelqu'un a vraiment quelque chose de très différent en tête, mais qui ne me le dise pas tout de suite, ça va me couper. Et même, je pourrais ramener les deux duos en un, ne pas délivrer et ne rien fabriquer. N'avoir rien à la fin, ne pas perdre trop de temps. Avoir l'entreprise qui a son produit qui ne se vend pas, elle n'est pas utile, elle n'est pas intéressante. L'entreprise qui ne réussit, le lead time, le temps entre l'idée et la livraison, c'est ne pas délivrer, perdre trop de temps à délivrer. L'entreprise qui ne trouve pas son client, l'entreprise qui a trop de bugs, tout ça, c'est ça pour moi les points d'entrée. Okay, il pourrait y en avoir un autre que j'ai mis là, mais qui sort de mon sujet, qui est quoi qu'il arrive, il faut que l'entreprise survive. Donc on pense l'organisation, pas l'entreprise. Donc on pense à fabriquer l'organisation de façon à ce que si tout d'un coup il y en a la moitié qui soit cramée par X choses, le reste puisse survivre. Mais c'est plus rare. Là on va s'orienter vers des trucs type sociocratie, holacratie et compagnie. Si je veux le dire positivement, moi j'aime le négatif, mais si on veut le dire positivement, il y a 3 points clés dans les grandes lignes. Fabriquer régulièrement et rapidement, on a besoin rapidement. Parce que le risque, c'est le temps d'attente. Attendez, je coupe mon téléphone qui fait bing. Le risque, c'est le temps d'attente. Et donc, il faut qu'il n'y ait pas trop de temps d'attente pour qu'on limite les risques. Pour moi, l'agilité est la meilleure façon de gérer les risques aujourd'hui. Et il faut que ce soit régulier, parce que si on sort un truc vite une fois, il faut le sortir régulièrement. Ok, que ce soit fiable et qu'il ait la valeur, l'impact. C'est à ça qu'on répond. Donc après, selon les entreprises, selon les types d'entreprises, vous voyez les grosses banques en place, ou les mutuelles, je crois qu'il y a beaucoup de mutuelles ici, ouais, elles vont vouloir que ça soit fiable. Comme elles ont une place de marché qui est instaurée, qui est en place, qui ne bouge pas, leur intérêt, c'est pas forcément, j'en sais rien, je ne connais pas. Mais j'imagine, bon, les banques parisiennes, on va dire, ok, leur intérêt, c'est de s'assurer que ce soit fiable
et que ce soit délivré à peu près régulièrement. Ok, leur clientèle, elles l'ont. Je ne dis pas que c'est pas important, elle pourrait se trouver là. C'est juste, posez-vous la question en tout cas dans l'entreprise où est-ce qu'elle est. La start-up, elle va d'abord vouloir chercher un impact pour faire son trou sur le marché. La fiabilité et le régulier, elle pourrait être rapidement, mais enfin bon. Vous voyez, vous posez les questions. Tiens, où est-ce qu'elle se trouve, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle peut chercher les trois à la fois. C'est intéressant de savoir où est le curseur, parce que vos réponses vont être différentes. Vous voyez bien que si on veut, il y a un truc qui s'appelle Agile Fluency que j'aurais pu citer là, qui est très utile là-dessus. C'est si vous voulez être numéro 1 sur le marché, vous n'avez pas le choix. Les gens du métier doivent bosser main dans la main avec les gens de la tech. Il n'y a pas le choix. Mais si vous voulez délivrer régulièrement trucs propres et que ce soit plutôt une fluidification de votre outil de production, pas la peine que les gens nécessairement du métier soient collés aux gens de la tech. Donc en fonction du desiderata de l'organisation, ça amène des choses très différentes. Donc on se pose ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, donc on va y revenir. 3 points clés dans lesquels répondre. Et 2 points que je rajoute, qui sont liés à toute organisation. Ça aussi, c'est une citation de Mintzberg. Toute organisation a besoin de 2 choses. Elle a besoin de s'interroger sur la division du travail, 2 choses contradictoires. 2 choses qui vont être obligatoires de gérer et qui en plus se polluent l'une avec l'autre. La division du travail, comment je découpe les rôles dans le travail de l'organisation, et comment je synchronise ces choses que j'ai dû découper parce qu'il a fallu découper. Je ne parle pas d'entreprise à 3 personnes. Dès qu'on est 30, 50, on est obligé de diviser les rôles et on est obligé de penser à la coordination. Ok? Ouais, 15 minutes, je sais, je suis parfait. Donc, grosso modo, moi, j'arrive avec pas un modèle, mais je vous dis, voilà, je suis confronté à une entreprise, je ne vais pas lui parler d'agilité, je regarde quoi? Je regarde, est-ce qu'elle a des problèmes pour fabriquer des choses qui fonctionnent? Est-ce qu'elle a des problèmes pour fabriquer et délivrer, primo? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'il y a de la qualité? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça a un impact? Comment ils divisent le travail? Et comment ils coordonnent le travail? Et naturellement, je réponds avec l'agilité, on va y venir. Il faut que j'accélère en fait. Naturellement, je réponds avec l'agilité. Mais mon propos aux dirigeants, dirigeantes, à l'équipe de l'organisation, c'est ça, c'est pas autre chose. Et je lui ai jamais parlé d'agilité. Je lui dis comment vous divisez le travail? Est-ce que ça vous pose un problème, la division du travail, vis-à-vis du fait que votre produit fonctionne, ou votre service fonctionne, ou votre industrialisation, elle est fluide? Donc après, qu'est-ce qui se passe? Là, je me rappelle avoir mis des exemples en vitesse, c'est peut-être des conneries, on verra. On vérifie que l'on fabrique régulièrement ou rapidement. Donc là, ben voilà, on va faire des itérations courtes. Je reviens en arrière. Déjà, un bon test à faire, vous demandez aux agilistes qui sont dans votre environnement, pourquoi on fait des itérations? Pourquoi on fait des itérations? Ok, donc le problème quand on va enlever le mot agile, c'est qu'il faut que vous ayez des convictions là-dessus. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir mes convictions, vous pouvez avoir les vôtres, mais il faut qu'elles aient une cohérence. Notre problème avec les mimes, c'est qu'il n'y a pas de cohérence dans ce qu'ils font. Et il faut que vous puissiez répondre. Bon, itération, ok, pour limiter le risque. Pour limiter le risque que ce qu'on est en train de fabriquer soit la bonne chose, fonctionne. Ok? On pourrait dire ça, mais on pourrait dire d'autres choses. Hein, mais l'important, c'est... Donc on vérifie que l'on fabrique régulièrement et rapidement. Donc on va faire des itérations courtes ou on va limiter le travail en cours. Ça peut prendre plein de formes. Ça, c'est du Kanban. Mais je dis pas Kanban. Je dis on va travailler sur moins de choses. Comme ça, on va les amener plus vite au bout. On travaille sur des petits morceaux. Comme ça, on voit vite si notre idée, elle fonctionne ou pas. Tout ça, c'est évident. C'est évident dans votre tête, normalement. Et normalement, c'est magique comme mot. Faire une revue régulièrement des choses finies. Bon, j'en sais rien. Par contre, important, il y a des conséquences. Je vous l'ai dit, il y a une cohérence. Tout est lié. C'est un truc compliqué. Si je veux des itérations courtes, elles n'ont de sens que si j'ai des choses finies. Faire des itérations courtes à la Descartes de petites choses qui s'agrègent et qui n'ont du sens que dans 6 mois, c'est comme si je faisais une itération de 6 mois. Donc, si je fais des itérations courtes pour m'assurer que j'ai des choses régulièrement rapidement, il faut que ces choses soient finies. Donc, ça me demande de découper les choses différemment. Ça, il faut l'expliquer.
ou bon, voilà une découpe, ce que j'ai mis. Mais donc, conséquence, ça me demande des équipes hétérogènes. Parce que si je veux délivrer des choses qui font du sens et qui ne soient pas très grosses, je ne peux pas avoir tous les métiers A d'un côté, tous les métiers B de l'autre, tous ceux qui fabriquent là, et il faut qu'ils soient ensemble, qu'ils travaillent ensemble pour une itération. Donc c'est là où ça va commencer à tordre. C'est passionnant ce truc parce que c'est très facile de l'énoncer, mais mettre ça en place dans l'organisation, c'est dur. Moi, je le dis toujours, ce qui est facile à énoncer est dur à faire. Ce qui est compliqué à énoncer est facile à faire. Le gros poster pourri de Safe, c'est facile à faire. C'est un truc comme Ikea. Dire il faut des équipes hétérogènes parce qu'on a besoin d'avoir des choses finies régulièrement dans des itérations courtes pour limiter le risque de ce sur quoi on est en train de fabriquer, eh ben c'est très très dur à mettre en œuvre. Un autre, donc c'est donc peut-être que les devs vont nous dire si on veut délivrer régulièrement et rapidement, ben, il nous faut une intégration continue. Il nous faut peut-être de la modularisation, parce que ça nous permet de travailler sur des bouts sans que, quand on touche là, ça va casser là. Donc il nous faut des tests automatisés dans des conséquences. Et puis en plus, si on fait des itérations courtes, il va nous falloir des tests, parce qu'on ne va pas s'amuser à tout retester à chaque fois, sinon l'itération ne va plus être courte. Et c'est là où ça devient difficile. Mais l'important dans ce que je vous raconte, c'est que le dialogue n'est pas « c'est du Scrum, faut que tu fasses du TDD, débile ». Non. C'est on a besoin d'avoir des itérations courtes, de façon à valider et de ne pas prendre un trop gros risque sur ce qu'on est en train de fabriquer, mais ça implique d'avoir une proximité entre différents profils, et ça implique d'avoir une mise en œuvre technique qui survit à ces itérations courtes, donc une intégration continue, donc des tests automatisés. Ah ouais, donc est-ce qu'on le veut? Et ça ne va pas se faire en un jour. Après, on rentre, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on rentre dans les problématiques de... on rentre dans des problématiques de transfo, c'est pas le sujet aujourd'hui. Fiable, ça veut dire quoi fiable? C'est pour ça qu'on fait une définition de fini. Bon, je continue un peu plus vite là. Ouais. Ok, impact valeur. Pourquoi on fait des mesures? On met dans les mains de l'utilisateur. Enfin bon, voyez l'idée. Et après, avec tout ça, je vais penser ma division du travail et ma coordination du travail avec ces dépendances-là. Donc, mais je vous l'ai dit déjà, si je veux avoir, je vais les poster les slides. Hein. Si je veux avoir des itérations courtes, je suis obligé de penser ma division du travail en équipe hétérogène. Bon, je peux rajouter des contraintes qui sont basées peut-être sur des convictions, sur des savoirs. Je ne vais pas faire d'équipe de plus de 8, je ne vais pas faire de département de plus de 150 parce pour des questions de dynamique humaine. Et bon, ça, vous pouvez en prendre d'autres, ça peut être les vôtres. Donc, je suis obligé de limiter au maximum les dépendances. Si je veux avoir des itérations courtes et que je veux avoir une certaine autonomie pour que ça puisse avancer rapidement, je dois limiter les dépendances. Donc, on se pose des vraies questions de fond. Vous voyez, à chaque fois, je vois les PI planning. Alors, les PI planning, on appelle ça comme ça. Malheureusement, ça existait bien avant. Il n'y avait aucun problème. Et sur les PI planning, tout le monde est content de montrer son mur avec tous ces petites fils de laine. Regarde. Mais en fait, c'est quoi? Vous le connaissez ce mur ou pas? Et donc tout le monde dira, ah, c'est mes dépendances. Non, non, le sujet, c'est qu'il faut limiter les dépendances. Plus il y a des fils de laine, plus c'est mauvais. Et les gens ont complètement oublié, on est vraiment dans le cargo, quoi. Hein. Bon, enfin bon. Et vous vous posez des questions de coordination. Donc là, moi, c'est un autre sujet, j'ai une vraie problématique sur, j'adore le télétravail, j'adore le remote, mais il y a des choses que j'ai perdues, et je ne sais pas comment les gérer, mais on en parlera un autre jour. On a besoin de points de synchronisation dans l'équipe, on a besoin de points de synchronisation inter-équipe. Donc peut-être, vous savez, tous ces trucs dont on parle en ce moment, org topologies, les contrats entre les équipes, les API, etc. C'est à vous d'y penser, et normalement, votre background agile vous permet de répondre à ça, parce que votre background agile, il vous amène une cohérence et une conception et des convictions. C'est ça qu'il faut nourrir, c'est ça qu'il faut renforcer chez tout le monde. C'est pourquoi est-ce que tu nous demandes cette indépendance? Parce que si les équipes sont indépendantes, elles peuvent avancer vite, elles sont responsabilisées, elles sont plus engagées, elles peuvent nous délivrer des choses finies plus régulièrement, et donc on limite le risque de ne pas fabriquer ou de ne pas atteindre notre public. Ne pas fabriquer,
Donc, on fait des itérations courtes pour lutter contre, avoir des choses finies. Donc, on a besoin d'équipes hétérogènes si on fait des itérations courtes. C'est ce que je vous ai déjà dit. Ne pas délivrer. Donc, il faudrait qu'on soit toujours en état de livrer. Donc, on fait une intégration continue, mais on est obligé d'avoir des tests automatisés. OK ? Vous allez probablement devoir l'expliquer de façon inverse. C'est-à-dire, mais pourquoi tu nous demandes des équipes hétérogènes ? Je te demande des équipes hétérogènes parce que j'ai besoin d'avoir des choses finies, pour avoir des itérations courtes et pour éviter le risque de ne pas fabriquer. C'est pour ça qu'il faut une gymnastique du cerveau pour bien, et c'est ça qui est compliqué, cette cohérence de, on fait ça pour ça, 5 minutes, ouais, j'ai fini. Tests automatisés, pourquoi je fais des tests automatisés ? Parce qu'on a besoin d'une intégration continue pour être toujours en état de livrer, pour éviter le risque de ne pas livrer, et pour vraiment pouvoir valider ce que l'on a, ce que l'on n'a pas, par exemple. OK ? Ouais, moi j'arrive beaucoup en clientèle en disant j'ai 50% des bonnes réponses. Alors naturellement, il y en a toujours un qui me dit donc il y a 50% des mauvaises. Non, il y a 50% dont je n'ai pas la réponse. Donc disons que ici il y a plutôt que de mettre le négatif, j'aurais dû mettre le positif. Est-ce que vous fabriquez, est-ce que vous délivrez régulièrement ? Est-ce que c'est fiable ? Est-ce que ça a de l'impact de la valeur de l'utilité ? Comment vous divisez le travail ? Comment vous coordonnez suite à cette division du travail ? On va dire mes 5. Ok, ça, c'est ma partie à moi. Ça s'est inspiré de la fenêtre de Johari sur la communication. Il y a des espaces cachés. On dit que c'est des zones aveugles. Quand on discute avec quelqu'un, on sait de quoi on discute tous les deux, là, voilà, on discute. Mais il ne sait pas que moi, en plus, je sais ça, et moi, je ne sais pas que lui, en plus, il sait ça, et on ne sait pas tous les deux qu'on sait ça, en fait, qu'on a passé les vacances au même endroit l'année dernière, et qu'en fait, ça a un impact. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste inspiré de ça. Donc, c'est de se dire ça, vous n'avez pas la peine d'en parler. C'est là-dessus que vous vous basez, parce que c'est vos convictions. Si ce n'est pas vos convictions, vous vous basez sur autre chose. Hein. Vos convictions agiles, elles sont là, mais vous n'avez pas la peine d'en parler. Par contre, qu'est-ce qui garantit au chef d'entreprise ou à l'organisation qu'elle délivre quelque chose de fiable, okay ? Donc ça, c'est votre truc. Ça, c'est ce qui est discuté du point de commun. Et n'oubliez pas qu'il y a quand même toute une partie que vous ne connaissez pas qui appartient à l'organisation et qui aura une incidence. Et il arrivera que ça prendra cette forme-là, les 50% qu'on ne connaît pas, qui sera un peu le mélange de tout ça. Et la rétrospective, normalement, agilité rétrospective, bordel, compassion, rétrospective, ben, ça va venir tout seul, parce que c'est des éléments essentiels. Quand il y a une équipe on lui dit, mais les chiffres de l'app ne sont pas bons et on te donne les moyens, on fait des itérations courtes pour voir ce qui se passe, et ça, en fait, on a fait des mesures, et ça marche pas, et là, le client, en fait, il l'utilise pas. Ok, on en parle, qu'est-ce qu'on fait ? Ça vient tout seul. Ok, on en parle, qu'est-ce qu'on fait ? Ou j'ai besoin de sécurité psychologique dans l'équipe pour pouvoir vraiment m'engager là-dessus. Ça vient tout seul, en fait. Si on ne l'attaque pas par la rétrospective, ça va venir tout seul si les choses se passent normalement. Il n'y a pas de crainte là-dessus. Et on résoudra beaucoup plus les questions de bienveillance ou de pas de bienveillance au regard de quelque chose de concret sur lequel on articule notre accompagnement que d'arriver et de parler de bienveillance ou de rétrospective. D'accord ? Donc n'ayez pas crainte. Mais par contre, ça vous oblige à vous dire, vous, si vous êtes accompagnant, que vous êtes en train de dire, j'ai fini, c'est mon dernier. ça vous oblige, vous, à vous dire, en fait, je suis là pour travailler sur l'organisation. Je ne suis pas là pour travailler sur le bonheur des gens. Si vous voulez travailler sur le bonheur des gens, prendre un autre job. Mais c'est possible aussi. Ok, donc... Oui, bon, je vous enverrai ça. Donc là, la question que vous pourriez vous poser, c'est qu'est-ce que vous allez mettre sur LinkedIn ? Si on ne parle pas d'agilité, alors ne me mettez pas, hein, ok ? Ou comment vous allez vous présenter ? Ou, ok, j'ai fini là. Si vous avez... Mais vous voyez l'idée, on ne parle pas d'agilité, mais elle n'est que là. Et en fait, pensez à je me fous de l'agile, commencez par ça. Si ce n'est pas une transformation agile, c'est quoi ? Ça règle quoi ? On transforme de quoi vers quoi ? Je me fous de l'agile. On ne dit pas Jira, on ne dit pas Spring Planning, on ne dit pas... c'est mieux de dire même, on se fait un moment d'amélioration où on change les choses qui ne fonctionnent pas que de dire rétrospective presque à la limite, même si rétrospective quand même ça parle à tout le monde, quoi. Et l'agilité n'est que là, mais il va vous falloir du fond et de la cohérence pour bien comprendre que tout est lié, enfin qu'il y a beaucoup de choses liées et que vous répondez à des choses très concrètes. On attaque par le concret. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop bordélique. Merci Pablo. Voilà.
Merci, merci Alain, t'es parfait.